Bienvenue à cette 42e édition du Congrès boréal. La table ronde jouée aux détectives, romans noirs, thrillers, policiers en littérature québécoise commencera dans quelques secondes. Merci à nos partenaires et commanditaires. Le Festival littéraire international Métropolis Bleu, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, les éditions À lire, l'Association d'écrivains et écrivaines canadiennes SF Canada, le Festival BD de Montréal, le Prix des horizons imaginaires, la Fondation Lire pour réussir, Opuscule, littérature québécoise mobile, et les revues Solaris et Brin d'éternité. Merci également aux éditeurs À lire, Somme toute, Tête première, Triptyque, VLB et XYZ, ainsi qu'à Ubisoft Montréal. Merci à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour sa mise en valeur d'œuvres québécoises d'imaginaire. Et maintenant, place à la table ronde. Bonne écoute! Bienvenue à la 42e édition du Congrès boréal, le rendez-vous annuel incontournable des littératures de l'imaginaire. Nous débutons le congrès avec une table ronde sur les littératures policières qui sont les voisines de palier des littératures de l'imaginaire. Donc je me présente rapidement, mon nom est Pascal Roux, je suis un des directeurs littéraires de la revue Solaris et également de Feu, la revue Alibi qui était spécialisée dans les littératures policières. Je suis également traducteur littéraire, écrivain d'imaginaire et chroniqueur littéraire régulier à l'émission Bouquins et Confidences sur les ondes de CKRL. Donc aujourd'hui, je vais jouer au détective avec mes 4 invités que je vous présente donc sans plus tarder. Alors pour commencer, Catherine Côté, dont le premier roman policier Brébeuf aux éditions Triptyque Collection Policier a été publié à l'automne 2020. C'est le premier d'une série. Même si elle commence seulement sa carrière en littérature policière, Catherine n'est pas une toute nouvelle dans l'édition. Elle a 2 recueils de poésie, un recueil de nouvelles, 3 romans d'horreur jeunesse, plusieurs nouvelles en collectif. Elle est derrière la balado Un peu de crime dans ton café et le radio-roman Les Rescapés du temps. Elle est également directrice de la collection policier aux éditions Triptyque. Bonjour Catherine. Bonjour Pascal. Puis ensuite, Christine Brouillette, dont le dernier roman, Les cibles, désolé, je ne l'ai pas en papier, a été publié chez Druide en 2020. Catherine Brouillette est derrière la célèbre série de Maud Graham qui compte à ce jour 19 volumes, mais elle a également 18 romans jeunesse, une trilogie historique, une autre série policière qui s'appelle Louise, de nombreux romans indépendants, 2 films adaptés de ses romans, Le collectionneur et Chère voisine, et elle est également chroniqueuse littéraire et gastronomique à la télévision. Bonjour Christine. Bonjour Pascal. C'est un plaisir d'être là. Je passe ensuite à Maxime Oud, dont le dernier roman, L'évaporé du Red Light, a été publié aux éditions à lire en 2021, il y a quelques semaines. Donc Maxime est derrière la série Stan Kowalski, qui compte à ce jour 8 tomes, mais il a également 2 romans policiers indépendants et a publié de nombreuses nouvelles policières. Bonjour Maxime. Salut Pascal. Et enfin, Martin Michaud, dont le dernier Victor Lessard, Ghetto X, a été publié en 2019 aux éditions Libre Expression. Martin est derrière la série Victor Lessard et Jacinthe Taillon, qui compte à ce jour 5 tomes. Il a également 4 romans hors série, de nombreuses nouvelles, et il est aussi le scénariste de la série télévisée Victor Lessard. Bonjour Martin. Salut Pascal, bonjour à mes copanélistes et aux gens qui nous regardent. Alors nous allons donc jouer au détective ensemble aujourd'hui. Nous allons discuter pendant 45 minutes environ. Puis il y aura 15 minutes de questions du public à peu près. Donc j'invite le public à poser les questions dans les commentaires sur Facebook. Ils me seront envoyés pour la période des questions et nos panélistes y répondront. Alors on va commencer tout de suite avec la première question.
Catherine et Maxime, vous situez vos romans policiers dans les années 40 et 50, Christine et Martin, essentiellement de nos jours. Alors, la première question, c'est comment et pourquoi choisir une époque? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce choix? Puis je commencerai peut-être par Catherine. Oui, mais moi, j'ai une passion certaine pour l'histoire, surtout l'histoire de la ville de Montréal. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et c'est pour ça que j'ai décidé de camper mon roman policier dans le contexte des années 40, donc de l'après-guerre à Montréal. Euh, Un inconvénient de ça, un inconvénient majeur, c'est d'avoir à faire énormément de recherches pour pouvoir écrire un livre parce il y a énormément de détails qui sont différents, bien sûr, quand on fait de l'historique. Christine va pouvoir nous en parler aussi puisqu'elle écrit de l'historique. Ça prend beaucoup de recherches, mais c'est un labeur d'amour que moi, j'ai adoré faire. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup plus de travail que si j'avais situé ça en 2020, disons, mais ça a été un travail très agréable. Maxime, toi aussi qui as beaucoup de recherches à faire, tu confirmes les avantages et inconvénients? Maxime? Bon, Maxime nous entend plus. Donc Christine, peut-être? Oui, mais moi, je pense pas que ça nous enlève du travail de faire ça nous donne plus de travail de faire la recherche. C'est un travail qui est différent. Ayant joué dans les deux tableaux, là, j'ai fait du roman historique, mais je fais aussi du polar, qui effectivement, comme tu disais, Pascal, est contemporain. La recherche nous demande beaucoup de choses, mais moi, bizarrement, quand j'avais écrit un roman fantastique, je me disais, je vais pouvoir tout faire parce que c'est fantastique, c'est sur un autre territoire, c'est complètement inventé, puis j'aurais pas besoin de me bardrer de toutes sortes d'histoires. Mais dans le fond, non, parce que le problème réel, c'est la construction du roman. Il y a une logique interne. Les personnages, il faut que ça fonctionne ensemble, que ça soit dans n'importe quel genre. Là, je me suis rendu compte que non, j'avais pas le droit de faire n'importe quoi. Et donc, la recherche, je trouve que c'est particulier. Quand on fait un roman où il y a beaucoup de recherche, moi, j'ai lu le roman de Catherine avec beaucoup de plaisir, et c'est vrai qu'on est content de se baigner dans une autre époque. C'est vrai que ça demande de la recherche, puis il faut être bien organisé pour tout insuffler dans un roman quand on ne peut pas en mettre trop, puis pas pour montrer tellement qu'on a bien travaillé. Donc, c'est toujours un peu périlleux de ne pas exagérer, mais en même temps, ça nous donne une bonne assise, on sait où on va. Alors que si on écrit un roman qui se passe aujourd'hui, mais l'avantage, c'est qu'on peut faire des repérages, par exemple, les choses sont là directement. Mais moi, je suis un dinosaure avec tout ce qui est informatique. Alors, imaginez le bonheur que j'ai avec les temps actuels que nous vivons et contemporains. Juste là, que je suis aujourd'hui avec vous autres en Zoom, là, c'est fabuleux. Donc, moi, j'ai vraiment le problème avec mes enquêteurs par exemple, ils sont obligés de parler de téléphone cellulaire, puis de triangulation, puis les techniciens avec qui je corresponds, avec qui je parle pour mes informateurs, mes complices, ils savent qu'ils ils me répètent à chaque année les mêmes choses, ils sont obligés de tout me réexpliquer parce que je suis un dinosaure. Martin, lui, est beaucoup plus à l'aise. Alors, il doit avoir plus de plaisir que moi à écrire des polars qui se passent aujourd'hui. Mais moi, je ne peux plus changer le mot de Graham. Là. Quand j'ai commencé à écrire les mots de Graham, on n'était pas pris avec toutes ces affaires-là. J'étais obligée de continuer, mais je vais peut-être faire comme Catherine puis Maxime puis retourner vers le roman historique. Martin, tu confirmes, toi, est-ce que tu es à l'aise avec toutes ces technologies? D'ailleurs, dans Ghetto X, la technologie a pas mal d'importance. Oui, ben en fait, à l'aise, pas tant, mais c'est facile. En fait, dans le métier qu'on pratique, au fond, tu peux aller chercher par le biais d'experts. Bon, Christine parlait de techniciens en sciences judiciaires, il y a des techniciens en informatique, donc il y a plein de gens autour qui nous aident à avoir l'air plus intelligent qu'on l'est dans les faits. Puis pour répondre à la question de base, moi, je me disais qu'après avoir lu quelques Maxime Hood, j'ai pas envie d'écrire du roman historique. Il le fait mieux que quiconque, là. Fait que, tu sais, fait que moi, je vais continuer à écrire des romans plus contemporains. Peut-être que je suis un peu plus paresseux aussi, là, mais il y a quand même un peu de recherche dans ce que je fais, mais puis des fois, c'est de la recherche historique, mais ça reste quand même une toile de fond, là. Mais ouais, moi, je pense que on a trois auteurs ici qui font en sorte que je serais trop intimidé de me lancer dans le polar historique. Donc Maxime, si tu m'entends là,
parce que tantôt ton son ne semblait pas fonctionner. Est-ce que... Non, Maxime ne semble pas m'entendre encore. Bon, c'est pas grave. On va y revenir. Ça m'amène tout de suite, tiens, une question que je réservais pour la fin. Les experts, est-ce que vous en utilisez beaucoup? Des experts qui viennent vérifier les détails, les faits pour les enquêtes, etc. Comment ça se passe? Bon, c'est sûr que pour Catherine, par exemple, ça se passe dans les années 40-50, comment est-ce que tu fais pour avoir ce genre d'expertise? Moi, en fait, j'ai des contacts au service de police de la ville de Montréal, au SPVM. Et en fait, mes experts, c'est des historiens du SPVM. Donc, c'est des anciens policiers qui sont spécialisés en l'historique du service de police de la ville de Montréal. Donc, ils connaissent beaucoup de détails techniques et procéduraux par rapport à la manière de mener les enquêtes, mais aussi tout plein de petits détails géographiques sur à quels endroits se situaient les postes de quartier, à quoi ça ressemblait. Il y a ces gens-là qui m'aident pour le côté historique et procédural. Et sinon, j'y vais avec... Il faut se faire des contacts dans la vie. Donc, j'ai des contacts aussi légaux, fait que je parle aussi avec des avocats pour pouvoir étoffer justement le côté des poursuites, le côté de la criminalité. Mais c'est ça, je peux pas, malheureusement pas faire des séances et parler avec des fantômes qui étaient des anciens policiers dans les années 40. Donc, il faut que je relègue ça aux historiens du SPVM, qui sont très, très gentils, très serviables. Je les salue. Christine? Oui, j'ai des contacts. Moi, je les appelle mes complices parce que sans ces gens-là, je serais tellement angoissée d'écrire tous ces romans-là. J'ai besoin d'avoir ces informateurs-là et je vois Martin qui hoche la tête, mais on est tous dans la même situation. On ne veut pas faire des choses n'importe comment. Et moi, je dirais, là, je vais fêter l'année prochaine mes 40 ans de carrière et en 40 ans, je n'ai jamais eu un refus d'un spécialiste me disant « j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas ». Ils sont toujours très disponibles, très ouverts parce qu'ils préfèrent qu'on parle correctement de leur métier que d'écrire des âneries. Et souvent, ils sont énervés parce que, par exemple, quand ils passent en cours sur des procès, qui sont invités comme experts à témoigner et que les gens dans le public trouvent qu'ils sont pas assez rapides pour trouver l'ADN, puis comment ça que ça leur a pris des semaines alors qu'à la télé, en 2 heures, tout est réglé. Alors, les spécialistes préfèrent nettement qu'on écrive leur réalité que de dire n'importe quoi. Et moi, vraiment, depuis des années, j'ai François Julien dans mon entourage qui est vraiment un amour et d'une patience infinie et à qui je pose toutes sortes de questions sur les trajectoires de sang, mais ça me prend aussi des gens qui sont par exemple, quand j'ai travaillé sur le syndrome de Munchausen par procuration, bien évidemment, c'est un sujet qui est particulier. J'avais besoin de parler à un pédiatre qui m'a donné du temps alors que c'est quelqu'un d'extrêmement occupé. Et j'ai eu des réponses à mes questions. Il faut aller chercher. C'est évident qu'on ne rencontre pas un informateur. Je dis un informateur, là, je mets bien ça en guillemets, là. Moi, un complice, on ne les rencontre pas sans être préparé. On ne dit pas « parlez-moi de ça, puis faites le travail à ma place ». On arrive avec des questions, on n'a pas tassé le sujet, mais après, on veut valider « est-ce que je peux mettre cette information-là? Est-ce que c'est plausible? » Les spécialistes, de toute façon, ils sont conscients qu'on écrit de la fiction. Donc, on prend des libertés, parce que si on ne prenait pas de liberté, les livres pourraient être un peu ennuyants quand on sait le quotidien réel d'un enquêteur. Il y en a des dossiers à remplir, puis de la paperasse, puis des réunions, puis des choses comme ça. Ça, on ne met pas ça tellement dans nos romans. Puis ils le comprennent, les policiers qui lisent mes romans après m'avoir parlé, ils passent un bon moment, ils savent que, bon, on arrange un peu les choses à notre manière. Mais ce qu'on veut, c'est quand même rendre le travail qu'ils font. Ça nous permet de dire comment ces gens-là se dévouent auprès de la population. Ce n'est pas des gens qui vont travailler jusqu'à 80 ans. C'est un métier qui est trop dur. Souvent, les policiers vont prendre une retraite de bonne heure parce qu'ils ont vu beaucoup, beaucoup d'horreurs. Alors, nous, on les voit par leur filtre, puis on essaie de les rendre pour montrer un aspect, une réalité, un angle de... Mais moi, je trouve que ce sont des gens, quels que soient des avocats, des journalistes, des biologistes, moi, je suis allée au laboratoire de sciences judiciaires, c'est des gens dévoués, des gens qui sont en train de faire un puzzle, puis ils essaient de trouver dans toutes les pièces du casse-tête, quand on les aura toutes réunies, chacun avec notre expertise, on va arriver plus proche du coupable, puis on va pouvoir donner des réponses aux familles éplorées, parce qu'il y a toujours une victime en arrière de ça. Et eux, ils pensent à cette victime-là. Alors, qu'ils nous transmettent leur savoir, qu'ils soient aussi généreux. Moi, je n'ai que de la gratitude envers ces complices-là. Maxime, Catherine expliquait donc qu'elle avait ses contacts à la SPVM, puis aussi des historiens. Toi, comment est-ce que tu fais tes recherches? Parce que toi non plus, tu ne peux pas avoir accès à moins d'avoir un Ouija.
Ben, moi, c'est surtout dans les journaux de l'époque. Je lis la Patrie, la Presse, tous les journaux qui étaient publiés à Montréal dans les années 40, début 50. Donc, je m'intéresse à toutes les annonces, tout ce qui touche la vie quotidienne, les marques de céréales, de café, de cigarettes. Je regarde aussi pour les faits divers ou les petites annonces pour les voitures usagées à vendre ou un paquet de trucs, là. Juste des petits détails que je pourrais insérer dans mes intrigues à gauche, à droite, là, pour donner une certaine saveur de l'époque. Voilà. Voyons. J'ai coupé mon son par erreur. Donc, ça m'amène à une question cruciale. Choisir son personnage principal. Donc, vous avez soit des policiers de la SPVM ou des crimes majeurs de la ville de Québec, un détective privé, un ancien policier, une journaliste. Comment on choisit le métier de son personnage? Quelle liberté, quelles contraintes ça offre? Par exemple, Martin, pourquoi ne pas avoir choisi un avocat d'affaires? Ben, parce que j'ai pratiqué ce métier-là pendant 20 ans, puis ben, j'avais envie d'en sortir pour écrire, donc écrire sur ce dont j'avais envie de sortir. Bref. Mais ben, moi, je ne sais pas, j'ai toujours beaucoup lu de romans policiers, puis j'ai commencé à écrire, j'ai écrit 2 romans qui étaient des romans dits de littérature. Puis, j'avais l'impression là, que j'allais réinventer le genre et que j'allais être la prochaine révélation littéraire au Québec. Et puis, il y a un paquet de maisons d'édition et il y a un paquet de lettres de refus qui se sont chargées de me, de me remettre, disons, les perspectives au bon endroit. Non, je blague, mais c'est vrai, j'ai écrit 2 romans qui n'étaient pas des policiers. Puis, je suis arrivé dans le roman policier parce que j'aime ce genre-là. J'en suis un grand consommateur, ou en tout cas, j'en étais un grand consommateur. Et un peu par défi, parce que je trouvais ça quand même complexe. Là, il y a des romans policiers qui sont d'une telle maîtrise qu'on a juste de l'admiration pour l'auteur. Et je me disais, c'est certain que je ne suis pas capable, moi, d'écrire ça. Puis, ben, quand je doute de moi-même, des fois, je me lance des défis. Alors, c'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire un premier roman policier. Puis, j'avais commencé à acheter quelques lignes dans un fichier. Puis, dans ce fichier-là, au fond, j'avais déjà nommé un personnage, Victor Lessard. Alors, j'aimerais ça avoir une anecdote croustillante, savoureuse à vous raconter pour vous dire, ah oui, ben, c'est parce que là, à cette époque-là, il y a le chien de mon meilleur ami qui s'appelait Victor et le beau-père de ma fille que j'ai rencontré par hasard au parc qui s'appelait Lessard. Mais non, je ne me souviens pas du tout pourquoi j'ai appelé ce personnage-là Victor Lessard. Mais c'est un peu comme ça que c'est né, donc d'un désir. Hein, c'est un choix finalement qu'on fait à un certain moment donné de se lancer dans un genre ou d'écrire autre chose. Puis ça suit ses envies. J'avais envie d'écrire ça, d'écrire du policier. Comme j'ai envie, depuis ce temps-là aussi, d'écrire autre chose que du policier. Donc, voilà. Toi, Christine, tu as tout de suite choisi, est-ce que tu as tout de suite choisi Maughram comme une policière des crimes majeurs? Oui, tout à fait, parce que je voulais vraiment parler des crimes. Elle aurait pu être journaliste ou avocate, mais en fait, avant tout ça, l'idée, c'était d'avoir une femme qui était une héroïne. Et je dis héroïne, là, j'aime pas trop le terme parce que je trouve que Maughram n'est pas un super-héros, une super-héroïne. Là, elle est justement ordinaire. Moi, ce que je tenais absolument, c'est de créer une femme ordinaire qui fait un métier hors de l'ordinaire. Parce que j'adore le roman policier, j'en lis depuis toujours. Mais ce que je lisais il y a plus de 30 ans, même presque 40 ans, dans les romans policiers, nous avions des blondes évaporées, des rousses pulpeuses et des noirs méchantes.
Ça, c'était systématique et j'en avais ras-le-bol. Alors, je me suis dit, moi, je vais créer une femme. Puis bon, évidemment, comme j'adorais le roman policier, ben, j'ai créé Maud Graham. Mais c'est important pour moi qu'elle corresponde à ce qu'une femme est ordinaire, là, avec des problèmes de je mets mon régime, j'arrête de fumer, je recommence, comment concilier travail, famille, mon amoureux, est-ce qu'il va m'aimer encore dans les problèmes. Puis quand j'ai rencontré des policières après avoir créé Maud Graham, ben, ça correspondait assez à l'idée que je m'étais faite de mon personnage. Il y avait une correspondance entre elle et Graham, parce que c'était des femmes qui avaient les problèmes que je viens d'énumérer. Donc, avec un travail qui était particulier, qui est particulier pour nous de l'extérieur, mais puis même après 40 ans, moi, ça me fascine encore de voir le travail des enquêteurs. Je suis toujours fascinée par toutes les ramifications, tout ce qui se passe et c'est impressionnant, c'est un univers vraiment particulier. Mais moi, je trouvais que Maud, l'avantage d'en faire une policière, c'est qu'elle avait accès à tout. Si tu es avocat, si tu es journaliste, tu as d'autres avenues, mais ce n'est pas les mêmes. Alors, probablement que si j'avais un personnage qui est journaliste, je dirais non, 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 c'est mieux ça parce que ça me permet d'être moins by the book. Quoique ce n'est pas tous les policiers qui sont by the book, là, dans nos romans en tout cas. Dans la vie, je n'ose pas me prononcer. Mais quand j'ai créé Louise est simplement serveuse dans un restaurant et l'avantage justement, c'est qu'elle est complètement à l'extérieur et Louise est totalement délinquante. Donc, ça m'a donné une liberté avec Louise que je n'ai pas avec Maud, mais j'aime trop Maud pour... de toute façon, un jour, elle va être obligée de prendre sa retraite. Donc, on verra ce qui arrivera. Toi, Catherine et Maxime, donc vous êtes plutôt du côté détective privé et journalisme. Comment est-ce que vous avez décidé de ça, Maxime? Ben, moi, à l'époque, je lisais beaucoup Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Ross MacDonald, l'école américaine des années 30, 40, 50. Puis il y a quelque chose qui est venu me chercher là-dedans. Puis depuis mon premier roman, j'essaie juste de reproduire un peu ce que ces auteurs-là faisaient, ni plus ni moins. C'est juste quelque chose c'est un style qui me plaisait. Le fait que le héros soit le narrateur principal, que ce soit la narration au jeu. Je trouvais que c'était une bonne façon de colorer le texte. La personnalité du détective pourrait venir colorer la façon de raconter l'histoire. C'est surtout ça qui m'intéressait. Je me suis jamais posé la question, est-ce que mon personnage principal pourrait être, tu parlais d'un journaliste ou d'autres choses, d'une serveuse de restaurant ou peu importe. Là, moi, c'est comme un choix évident pour moi. Ça allait être un détective privé. Puis ça fait 20-25 ans que c'est comme ça que je fonctionne. Puis ça lui permet des fois de contourner plus ou moins éthiquement la loi. Ben, c'est ça, je veux dire, il représente la loi d'une certaine façon, mais bon, il n'y a pas les mêmes limites ou les mêmes... il y a des règles, surtout morales à suivre. Il n'y a pas de règles quand il mène une enquête. Je veux dire, s'il veut tabasser, s'il veut foutre une raclée à quelqu'un pour lui soutirer des aveux, il a beau le faire. Là, je pense pas qu'il va y avoir un avocat qui va courir après ou quoi que ce soit comme ça. C'est surtout des règles morales que lui-même il s'impose. Catherine, toi, tu as deux personnages principaux. Donc, c'est un couple. Et donc, tu as un personnage féminin fort qui est journaliste et tu as également donc son mari qui est un ex-policier et dont on devine qu'il va probablement devenir détective privé. Et je vois aussi que dans ton roman, tu as vraiment beaucoup insisté sur la place des femmes à l'époque avec une escouade de femmes. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Oui, bien sûr. Oui, moi aussi, je voulais avoir des personnages féminins forts parce que moi aussi, j'aime bien Raymond Chandler et Dashiell Hammett, mais je vois disons, les œillères qu'il y avait dans les années 30 et 40, surtout par rapport au rôle des femmes dans ce genre d'intrigue-là. Et moi, j'avais envie justement d'écrire ce genre de roman-là qui allait être une espèce de dommage au roman noir américain, mais justement d'amener ça ailleurs et de déhistoriciser ça en donnant un twist un peu plus moderne. Et en fait, en commençant mes recherches sur l'histoire de la police de Montréal, j'ai découvert l'existence d'une escouade de femmes qui a été établie en 1947. C'était la première fois où il y avait des femmes qui étaient employées de manière permanente dans le service de police de la ville de Montréal. Et c'était une escouade qui
qui avait embauché, il me semble que c'est environ 20-25 femmes qui étaient des gendarmes et qui étaient responsables de ce qu'ils appelaient la moralité juvénile, donc la délinquance des enfants, parce que justement, c'est des femmes, elles ne peuvent pas s'occuper de la vraie délinquance, elles ne peuvent pas vraiment s'occuper de la moralité, ce qui était les descentes de police dans les établissements du Red Light et tout ça, c'est beaucoup trop scabreux pour des femmes, tu sais, c'est ça qu'on disait à l'époque. Alors, l'escouade de moralité juvénile était là, en non. Les femmes n'avaient pas vraiment de pouvoir, mais bon, elles avaient un bureau et les autres policiers aimaient beaucoup se moquer d'elles, puis ils les appelaient les femmes police, puis il n'y avait pas le droit d'avoir d'armes, il n'y avait pas le droit d'avoir de vrais uniformes, ils étaient tout le temps en jupe, fait que ça limite un peu les mouvements et les possibilités de poursuite, fait que c'était une vraie escouade, beaucoup moins glamour, justement, que l'image qu'on se fait de la police dans ce temps-là, qui n'avait pas de réel pouvoir, mais qui était là quand même, qui étaient des pionnières, ces femmes-là, qui avaient décidé que contre toute attente, elles allaient devenir des policières, même si c'était pas quelque chose qui se faisait à l'époque. Puis moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme filon. Puis justement, j'ai pris des libertés à partir de là, parce que justement, je trouvais que cette idée-là était beaucoup trop intéressante et révolutionnaire pour que justement je n'en fasse pas mention et pour que le rôle des femmes dans mes romans soit relégué à un petit rôle dans un coin, même si c'est ce que c'était dans la réalité. J'ai voulu justement rendre hommage à ces femmes-là en montrant un petit peu ce que ça aurait pu devenir l'escouade de moralité juvénile. Martin, toi aussi, tu es un personnage féminin fort, Jacinthe Taillon, qui est apparu dans le deuxième Victor Lessard, mais qui depuis n'a jamais disparu. C'est un personnage fort, puis c'est un personnage qui dérange. Oui, ben en fait, je ne sais pas, Jacinthe aussi, je serais très embêté de dire comment elle est née, mais j'avais envie de créer une série, au fond, où dans le premier roman, on comprend un peu que Victor s'est mis les pieds dans les plats, il y a eu une démotion, puis son ancienne collègue qui lui en veut. Puis donc, dans le premier, elle n'est pas là, elle est évoquée. Dans le deuxième, elle est là, elle est son antagoniste. Dans le troisième, ils redeviennent des partenaires qu'ils étaient avant la démotion de Victor. Puis là, ben, c'est ça, ils font équipe depuis. C'est un personnage qui a changé au fil du temps, Jacinthe. C'est un personnage, évidemment, qui a son franc-parler, disons-le comme ça. Elle est très bourrue. Mais j'ai écrit aussi pour la télé des adaptations. Puis il y a un moment où j'ai découvert des facettes de Jacinthe que je n'avais pas explorées encore, donc le côté humain de Jacinthe. Puis là, je suis en train d'écrire le 6e Victor Lessard et essentiellement, ce que je me rends compte, c'est que, puis Christine va comprendre sans doute, puis Maxime aussi, parce que vous voyagez avec le même personnage depuis longtemps. Puis Catherine, si tu gardes les mêmes personnages pendant plusieurs romans, tu vas ressentir le même feeling. Mais au fond, le plaisir que j'ai maintenant à écrire un Victor Lessard, c'est de faire interagir ces deux personnages-là, puis ce qu'ils vivent ensemble, puis comment ils, comme humains, comment ils se... Ben, en fait, ils s'épaulent. Là. Tu sais, moi, dans mon cas, Jacinthe est homosexuel, donc il n'y a jamais de tension là, entre les deux. C'est deux amis. C'est une amitié super forte. Puis, quelque part, c'est un peu ça que je mets en scène, moi, à travers ma démarche. Là. Je suis très attaché à ces deux personnages-là. Puis ça donne qu'ils font des enquêtes en bout de ligne. Donc, voilà. Justement, par rapport aux personnages récurrents, puisque vous écrivez tous des séries, parce que je sais que Catherine, c'est un début de série, à force de mettre en scène les mêmes personnages, comment faire pour qu'ils ne deviennent pas des caricatures d'eux-mêmes? Christine? Je pense pas vraiment que c'est un danger qui nous guette. Les personnages, moi je suis les auteurs qui ont des personnages récurrents, donc évidemment, je vous ai tous lus, puis avec grand bonheur. Et les personnages, c'est comme des amis pour nous. Donc, on les caricature pas, ils restent le plus près de nous. Souvent, les gens me demandent, est-ce que Mogramme est ton alter ego? Non, non, pas du tout. Quand je plonge dans un Mogramme, j'ai l'impression de retrouver quelqu'un que je connais, je retrouve une famille. Et probablement que vous vivez la même chose, c'est que le fait de connaître bien nos personnages, ça nous donne une aisance, il y a une espèce de naturel qui s'installe et qui nous permet d'avoir des intrigues qui sont plus complexes.
Moi, je pense que ce que j'écrivais au début, il y avait une intrigue à la fois. Maintenant, souvent, il y a 2, 3 trucs qui se chevauchent, il y a des retours dans le temps. Ça, je peux le faire parce que je suis tellement habituée de travailler, de vivre avec Maud Graham. Penser qu'elle va devenir caricaturale, je ne sais pas, peut-être, mais moi, je ne le sens pas, en tout cas, dans aucune série policière que je suis, que je pense à Donna Leon avec Brunetti, on est rendu au-dessus du 20e, puis je ne sens pas ça, puis je ne l'ai pas senti avec Menkel non plus, puis c'est pas quelque chose que j'ai vu arriver dans le polar, ou alors, si l'auteur fait ça, c'est un choix qui est particulier, mais franchement, pour moi, c'est quelque chose de rare. En tout cas, si vous avez des exemples à me donner, il y a des personnages qui vont changer, qui vont devenir plus graves, qui étaient plus dans un mode ironique, rigolo au début, puis qu'on va les voir s'approfondir. Mais ça aussi, c'est l'âge qui fait ça. Donc, il y a ça. Mais de là à devenir des caricatures, je pense pas. Maxime, les autres, est-ce que vous avez des choses à ajouter dessus? Ben moi, j'abonde dans le même sens que Christine. Je veux dire, le personnage évolue d'un livre à l'autre, d'un épisode à l'autre, si on veut. Parce que nous, les auteurs aussi, on évolue au fil des années. On vit un paquet de trucs qui vont nous influencer ou qui vont changer notre façon de voir les choses ou la vie en général. Donc, personnellement, Kovaleski a eu des hauts et des bas, puis il a déjà essayé de se flinguer assis dans sa baignoire une fois, puis ça fait les derniers épisodes, je pense, sont beaucoup plus rigolos. Donc, c'est pas le personnage évolue, c'est intéressant pour nous, les auteurs, puis c'est intéressant pour le lecteur aussi. C'est pas juste un personnage en carton là, à 2 dimensions qui fait toujours la même chose. Là. Voilà. D'autres commentaires à ce sujet? Non, mais ils sont bons, là, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire, tout est là. C'est vraiment ça, on est des humains, on évolue, on écrit des personnages, puis dans chacun de nos personnages, il y a une partie de nous. Puis ça ne veut pas dire que c'est nous, puis ça ne veut pas dire que Maxime a essayé de se flinguer dans sa baignoire. Mais la prochaine fois, Maxime, tu peux m'appeler si jamais. Ceci dit, oui, je pense honnêtement que, à moins vraiment d'être totalement désabusé sur ce que tu fais, si tu prends comme projet d'écrire un prochain roman d'une série que tu as déjà porté pendant plusieurs, j'allais dire chapitres, mais pendant plusieurs romans, c'est certain que c'est parce que tu as quelque chose à dire, puis tu vas vouloir que tes personnages continuent de se bonifier, continuent justement de s'épaissir. Puis, en tout cas, à moins vraiment de, comme le disait Christine, d'être déjà, dans le fond, une caricature à la base, d'être une espèce de personnage monolithique qui revient de roman en roman. Puis là, c'est juste, dans le fond, les aventures autour qui évoluent. Mais bon, je pense pas qu'il y a personne ici autour de la table qui est dans ce genre de démarche-là. J'aimerais qu'on aborde la question des thèmes. Est-ce que le genre policier, parce que vous avez tous plus ou moins, à part Maxime, je pense, vous avez écrit dans d'autres genres que le policier. Est-ce que le genre policier permet d'aborder des thèmes particuliers que les autres genres ne vous permettraient pas? Catherine, peut-être? Dans mon cas, pas vraiment, parce que je construis mes intrigues à partir de mes personnages. C'est vraiment ça le cœur. Tu sais, j'ai développé les personnages avant de développer l'aspect plus policier. Et moi, ce qui m'intéressait en tant que thématique, c'était des choses qui sont très, très universelles, comme le traumatisme, la dépression, la maternité, les relations humaines. Tu sais. C'est tous des sujets dont j'aurais pu traiter dans un roman qui est 100% réaliste. C'est juste parce que moi, j'adore le genre policier. Alors, j'ai voulu que ça se tourne autour d'intrigues policières. Mais dans mon cas, c'est des thématiques que j'aurais pu exploiter dans d'autres genres de livres, effectivement. Oups, j'avais encore coupé mon son. Je sens que tu as besoin d'un volontaire. Non? Okay. Oui, Christine, vas-y. Moi, j'aborde dans le sens de Catherine. J'ai l'impression qu'on peut, quel que soit le genre, aborder la mort, aborder des actes de violence, comme on aborde dans les romans policiers,
Mais quand on fait, moi j'ai fait de l'historique, du jeunesse et tout ça, c'est beaucoup une question de dosage et c'est une question d'écriture. Quand on écrit pour les enfants, c'est évident qu'on ne va pas décrire les mêmes meurtres que ce qu'on va écrire dans un roman destiné aux adultes, mais on peut aborder beaucoup de sujets. Il n'y a pas tant que ça de tabou. C'est vraiment la manière de le faire et c'est aussi une question d'écriture. On n'écrit pas de la même manière. Moi, j'écris un polar, ben, mon écriture est plus sèche que si j'écris un roman historique, ça va être un peu plus lyrique. Il n'y aura pas la même... C'est pas la même musique. Moi, j'ai dû relire Marie Laflamme récemment pour une émission de télé parce que honnêtement, je me souvenais d'à peu près rien. Puis j'avais l'impression que c'était pas moi qui avais écrit ça parce que ça faisait trop longtemps puis que je suis dans le polar depuis plusieurs années maintenant. Donc, je suis imprégnée de mots de gramme davantage. Donc, je pense que c'est vraiment une question de dosage, comme je disais, puis de travail au niveau de la forme et du style. Mais ce qui est avant tout, quel que soit le roman, c'est l'aventure, c'est des personnages, c'est les personnages qui vont faire, quel que soit le thème utilisé, c'est ce qui va faire que le lecteur va nous suivre. On peut inventer les histoires les plus compliquées. Par exemple, moi je pense à Ghetto X de Martin, qui est formidable, puis qui est d'une complexité, puis d'une richesse. Mais je serais en peine de le résumer. Moi, ce que j'ai comme souvenir, c'est d'avoir passé un moment extraordinaire avec Victor parce qu'on allait plus loin dans la psyché de Victor, qu'on creusait profondément dans son passé et tout ça. Moi, c'est ce qui me reste de cette lecture-là. Je sais qu'il y avait des groupes extrémistes et tout ça, d'extrême droite, mais c'est pas ça. Puis je sais, Dieu sait qu'on travaille tellement pour faire des belles intrigues complexes, mais à chaque fois que je lis un auteur que j'aime, ce qui me reste, c'est les personnages. Je disais, oh mon Dieu, ce qu'ils ont vécu et tout ça, c'est... donc, que ce soit historique, que ce soit un roman... Mais je fais un roman d'amour, c'est sûr qu'il y aurait quand même un petit crime à travers ça, là. Mais on le voit malheureusement que l'amour pousse souvent au crime dans les journaux. Enfin, le mauvais amour. Est-ce que les autres allaient dans ce sens-là ou vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, j'aurais une question sur... Parce que vous êtes évidemment des écrivains, mais vous êtes évidemment des lecteurs aussi. Ça va ensemble, c'est obligé. À votre avis, qu'est-ce qui a changé dans les littératures policières dans la dernière décennie ou même dans les 30 et 40 dernières années? On parlait par exemple de la place des femmes, mais on parle en tant que personnage, mais la place des femmes en tant qu'écrivaine. Qu'est-ce qui a changé? En bien, en mieux, l'évolution? Mais c'est qu'il y en a maintenant. C'est qu'il y en a. Quand j'ai commencé, j'étais toute seule. Il n'y avait personne. J'étais allée vivre en France pour avoir rencontré des gens qui faisaient du roman policier. Donc, maintenant, on est près d'une centaine d'auteurs au Québec à faire du polar. Je pense 90 et quelques. Donc, ça, c'est le gros changement. Puis, c'est un changement formidable qui permet d'aller dans toutes sortes de genres, d'avoir toutes sortes de maisons d'édition avec une couleur particulière. Et cette couleur-là, moi, je la trouve chouette parce que si tu lis, à lire, c'est à lire. Tu lis Liotrop, tu cherches un livre chez Liotrop, c'est autre chose. Les maisons d'édition ont des collections noires. Et ça, c'est un cadeau pour les lecteurs parce qu'on trouve notre compte dans toutes sortes de genres, dans toutes sortes. C'est très éclaté. Les femmes ont leur place. Vraiment, je pense à Maureen Martineau, je pense à Marie-Ève Sévigny, je pense à Joanne Seymour. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de femmes dans le polar, là. Donc, non, je trouve on est de mieux en mieux représentés et le polar est de mieux en mieux représenté. Et plus il va y avoir d'auteurs québécois qui vont être vendus à l'étranger, plus le polar québécois va devenir un genre, comme on lit le polar, les polars nordiques, mais on va lire aussi les polars qui viennent de cet endroit bizarre entre plein d'Américains puis d'Anglais, puis il y a nous tout seuls. Mais je pense que notre terroir, en plus, notre territoire est extrêmement important dans nos romans. On le voit de plus en plus. Notre histoire est importante. Et ça, c'est grâce à beaucoup d'auteurs de romans policiers. Je pense justement ici à Catherine puis à Maxime qui font découvrir des époques que les gens ont oubliées, mais le Red Light, c'était quelque chose, là. Donc, je trouve que le polar québécois est très vivant, très en forme, et c'est plus on est, mieux c'est. Répandons la bonne parole. Bon, c'était mon quart d'heure d'excitation. Et moi, j'allais juste ajouter une chose, en fait, deux trucs. Notons le fait que Christine Brouillet, super humble, là, elle ne le dit pas, mais c'est quand même elle qui a fondé le genre policier au Québec. Là, c'est comme nous, on est tous maintenant appuyés sur ses épaules quelque part, là, parce que c'est elle la mère fondatrice. Fait que c'est une femme, Christine Brouillet, c'est donc une femme qui a été comme la première à jeter les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le polar québécois.
qui, je ne sais pas, ça serait intéressant de faire un décompte, mais mon impression, puis là, je ne parle pas du milieu de la littérature, que je connais plus ou moins, là, mais je parle vraiment du milieu du polar, que je connais quand même pas mal, pour avoir participé à plein d'événements là, où on a croisé, on s'est déjà croisés, tous et chacun d'entre nous. Et mon impression, c'est qu'il y a plus de femmes qui sont auteurs de romans policiers que de gars. Je n'ai pas fait d'études empiriques, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y en a des femmes, et puis non seulement il y en a, mais elles sont des pointures. Christine t'en a nommé quelques-unes. Il y a des auteurs extraordinaires, c'est des Geneviève Lefebvre qui écrit non seulement du polar, mais qui est publié en Europe dans d'autres genres. Donc, en tout cas, je ne sais pas quelle image les gens de l'extérieur ont du polar québécois, mais c'est loin d'être une espèce de vieux cercle de gars, de mon oncle. Il y a quand même un contingent féminin très important et très, très visible dans le milieu, et c'est tant mieux. Parce qu'au-delà d'être des femmes, ce sont des autrices qui sont exceptionnelles, et il y a plusieurs d'entre elles qui sont d'ailleurs publiées à l'étranger, plusieurs d'entre elles qui mériteraient d'être publiées à l'étranger. Donc voilà. Catherine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je ne sais pas si, j'ai aucune idée c'est quoi les statistiques par rapport au nombre de femmes qui écrivent des romans policiers, mais ce que je sais, c'est qu'il paraît que la plupart des gens qui consomment des productions qui concernent le crime, comme des balados de true crime, des téléséries, ces documentaires, ces choses-là, c'est des femmes. Donc ça, c'est intéressant quand même de voir avec justement les nouveaux médias, puis l'apparition des balados de true crime, l'apparition de plus en plus de documentaires consacrés au crime, de voir que les femmes sont de plus en plus investies dans ce genre-là et intéressées par ces affaires-là, et de constater aussi que les différents médiums que ça, qui sont... Les plateformes? Oui, les différentes plateformes sur lesquelles ces productions-là qui ont rapport au crime se développent aujourd'hui. C'est plus seulement les livres, mais il y a aussi des films, les documentaires, les balados, et de plus en plus de femmes qui consomment ça. Ça, c'est super intéressant. À la base, les femmes, vous lisez plus que les hommes, non? Fait que, déjà, c'est un signe de votre intelligence supérieure. Mais non, mais blague à part, c'est vrai que dans les salons du livre, anecdotiquement, on se fait dire par des lectrices comme si c'était quelque chose de presque comme de grandiose, ou quelque chose, tu sais, que mon mari, il a lu un de vos romans. OK. Qu'est-ce qu'il y a de... Mais c'est parce qu'il lit jamais. Il a jamais. Ça fait 25 ans que je suis avec lui, il n'a jamais lu un roman. Là, il vient de lire un roman. Puis là, tu fais comme, oh, OK. Ça, tu entends cette anecdote-là de temps en temps dans des salons, puis tu vois ta file de lecteurs, puis c'est vrai que c'est beaucoup de femmes qui lisent plus que nous, les gars. Fait que j'imagine que pendant ce temps-là, on écoute plus le hockey, je ne sais pas. Peut-être dans les clichés ou dans le wishful thinking, c'est parce que moi, je suis vraiment poche au billard, fait que j'ai peine à imaginer que les gars, on est en train de jouer au pool au lieu de lire. On vient de m'envoyer déjà énormément de questions du public, fait que je pense qu'on pourrait passer aux questions du public pour être sûr de pouvoir y répondre. On va essayer de répondre rapidement à chaque question. Alors, la première question de Whitney Saint-Onge. Vous parlez de contacts et d'experts pour avoir l'air le plus intelligent que vous l'êtes. Comment les avez-vous rencontrés, ces complices? Catherine? Moi, c'est quand j'étais en prison. Moi, j'envoie des courriels à des gens. Je fais des demandes, puis j'envoie des courriels. J'écris au bureau du coroner pour savoir est-ce que je pourrais parler à quelqu'un. J'ai des questions à poser par rapport à mes livres. Et les gens sont très gentils, ils me donnent des numéros de téléphone et me permettent de leur passer un coup de fil. C'est vraiment assez généreux de leur part. Là. Mais c'est juste ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se faire des contacts. Faut juste comme... C'est comme être à la maternelle puis demander à quelqu'un d'autre dans la classe est-ce que tu veux être mon meilleur ami? C'est la même chose, c'est juste que c'est des contacts pour écrire des livres. Christine, tu voulais ajouter quelque chose ou je passe à la question suivante? Catherine a tout à fait bien répondu. Je fais la même chose et c'est vraiment... les gens disent oui. Les gens sont très, 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 très généreux.
Donc, on a que ce soit un centre pour femmes en difficulté ou quelqu'un a des problèmes de jeu ou n'importe quoi qui peut nous intéresser dans un roman policier ou les techniciens en technologie avancée, tout ça. Les gens sont généreux, ouverts, prêts à nous aider. Maxime? Moi, je travaille en solo comme Kovaleski, donc je fais toutes mes recherches moi-même. En tout cas, donc, en général, si vous avez besoin d'experts, il ne faut juste pas hésiter à leur écrire. Ils sont toujours heureux que les auteurs soient précis dans le domaine. La question suivante d'Elisabeth von Arbour. Pour les autoristes plus tentés par les périodes non actuelles, donc Catherine et Maxime, qu'est-ce qui est le plus difficile? Restituer le décor d'époque, sens large factuel, ou l'atmosphère de l'époque, c'est-à-dire la mentalité, la vision du monde? Et jusqu'à quel point peut-on vous faire confiance sur ce dernier point? Les dames d'abord. Catherine? Oui, ben, je veux dire, premièrement, les décors et tout. Puisqu'on parle des années 40-50 pour moi et Maxime, c'est relativement facile parce qu'on a énormément de photos puis de documents d'époque et d'archives. Fait que pour tout ce qui a trait à la mode et l'architecture et la décoration et les habitudes culinaires et tout ça, c'est assez facile de dénicher des détails. Et en ce qui a trait aux mentalités, ben là, c'est plus des questions je sais pas, de lire des livres qui datent de cette époque-là, ça donne une très bonne idée des mentalités, tu sais. Et aussi lire les journaux, c'est certain, parce que, je veux dire, les journaux, dans ce temps-là, c'est très, très divertissant. C'était terriblement sexiste, ne serait-ce que la publicité. Et il y avait des éditoriaux dans les journaux sur à quel point les femmes étaient dangereuses. Là. Il y a vraiment, c'est assez facile de trouver des informations par rapport aux mentalités de l'époque. Et là, est-ce qu'on peut nous faire confiance pour transposer ça dans nos livres? Ben là, ça dépend. Il faut toujours... Moi, je prends des libertés, bien sûr, parce que je veux pas que mes personnages soient aussi détestables que l'étaient bien des gens dans les années 40. T'sais. Je veux qu'ils soient moindrement sympathiques, alors il faut que je prenne des libertés. Mais je pense qu'on peut nous faire relativement confiance par rapport à ça, je dirais. On va vous croire sur parole. La question suivante, pardon, Maxime. Ben moi, je voulais juste ajouter que toute l'information est là, comme l'a mentionné Catherine, dans les journaux, les livres de l'époque. Bon, il y a beaucoup de photos. Le plus difficile, c'est vraiment de se botter l'arrière-train, puis entamer les recherches, puis de juste faire le travail qui s'impose avant de commencer l'écriture comme telle. Gilles Paquin donc, demande, question à tous les auteurs, que savez-vous de la trame ou de l'histoire de votre roman avant de commencer à l'écrire? Maxime, non, vas-y. Les dames d'abord. Alors, Christine. Moi, je sais à peu près tout. Parce que je suis une psychorigide angoissée, donc j'ai besoin de savoir où je vais. Alors, je fais la recherche. Ensuite, je fais un plan précis, là, chapitre par chapitre, on sait où est-ce qu'on s'en va. Comme ça, si je suis obligée d'arrêter, quand je reviens, j'ai une idée où je suis. Puis moi, le fait d'avoir fait un plan, c'est l'impression que le tiers du roman est écrit quand le plan est terminé. Donc, quand je suis rendue à la moitié, que je suis essoufflée, que j'en ai marre, puis que je laisserais tout tomber, que je mettrais tout à la poubelle, je me dis non, là, tu es à la moitié de page, mais dans le fond, tu es plus loin parce que ton plan est fait, puis tu sais où tu t'en vas. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer en cours de route. J'ai des personnages délinquants. Grégoire me fait souvent des surprises, mais dans l'ensemble, je suis ce que j'ai écrit. Il va arriver qu'à la fin, il y a des modifications qui vont pas changer complètement la fin, mais qui vont donner une nuance que j'avais pas imaginée, un angle, en fait, que j'avais pas vu. Là. Le roman qui va paraître cet été, j'ai refait la fin 4 fois. Mais quand même, je dois savoir où je m'en vais. Et je suis fascinée d'apprendre qu'il y a des auteurs qui écrivent sans plan. Yann Manouk, Roger John et Laurie, ils font pas de plan. Je sais pas comment. Puis c'est des romans formidables, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Puis ils n'ont pas de plan. Alors, ben, je suis admirative, là, et jalouse parce que moi, ça me stresse. Il faut que tout soit bien casé, bien dans... Mais bon, je pense qu'il n'y a pas un auteur qui a la même méthode de travail, mais pour ma part, j'ai vraiment besoin de m'encadrer moi-même. Maxime, est-ce que tu sais à quelle page précise Stan Kovaleski va se faire casser la gueule la première fois? Ben, c'est généralement au début. Ensuite de ça, il va y avoir 6 ou 7 autres raclés qui vont suivre avant la fin. Ben, moi, c'est tout à fait le contraire de Christine. J'ai aucune espèce d'idée d'où je m'en vais. J'ai pas de plan. Généralement, j'ai une idée vague au départ pour écrire la première scène, ce qui va devenir le premier chapitre, parce que je ne divise pas mes textes en chapitres.
Donc, c'est juste un truc pour avoir une base pour commencer, puis je construis là-dessus. Puis, c'est pas quelque chose qui m'angoisse de ne pas avoir de plan ou j'ai pas peur de revenir en arrière puis de jeter des blocs de texte si ça convient pas à ce que j'ai pensé là, pour la suite. Si je suis rendu à la page 130 puis ce que j'ai écrit entre les pages 40 et 60, ça fait plus, ben j'ai aucune arrière-pensée de tout jeter, vraiment pas. Là. Je pense que construire une intrigue, faut se faire confiance, faut se fier à ses tripes, puis si aux personnages aussi, ils ont tendance à prendre leurs propres décisions eux-mêmes, donc un truc un peu organique qui pousse n'importe comment, puis que bon, on trime par la suite avec le directeur littéraire. C'est tout. Et Maxime et Catherine, vous êtes plutôt du côté psychorigide ou très chill? Moi, je suis plutôt chill. Moi, je pense que je suis un ancien psychorigide devenu chill. Je faisais des plans très sophistiqués dans mes premiers romans. Puis on dirait qu'avec le temps, ouais, je suis comme plus un peu. Ben, je fais quand même un plan. Je connais bien le début, la fin, le milieu, puis je relis ça après en étant chill. Puis toi, Catherine? Moi, je suis très psychorigide et je fais des plans, mais je fais aussi des fiches de personnages, puis j'ai des documents et des documents et des documents de détails historiques et de dates et de lieux. Donc oui, moi, j'ai besoin de savoir où je m'en vais et de savoir dès le début, premièrement, qui est-ce qui est mort, mais comment il est mort, puis pourquoi il est mort, puis tu sais, les détails vont se révéler au fur et à mesure. Mais j'ai besoin de ça et moi, j'enseigne aussi la création. Des fois, j'en intègre dans mes cours au cégep parce que j'enseigne au cégep. Et ben, ça m'aide justement d'appliquer ça pour ensuite pouvoir dire à mes élèves et à mes étudiants que ben, moi, je suis cette méthode-là. Donc, c'est une méthode qui existe pour vrai. Vous pouvez faire des plans et ça va vous décomplexer. Et justement, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, c'est certain, mais ça me donne au moins une méthode et une base pour comme enseigner comment écrire à des gens. Fait que j'essaie de practice what you preach, comme ils disent en anglais. J'ai une question qui va un peu dans le même sens, de Isabelle Piette. Qu'est-ce qui vous motive à écrire dans ce genre policier? Est-ce l'attrait du puzzle ou est-ce les personnages? Christine? Les personnages, définitivement. Le puzzle, c'est intéressant, c'est une dynamique intellectuelle, construire une intrigue et tout ça, mais l'émotion est avec les personnages. Alors, il y a des collections, moi, qui ne sont pas nécessairement de collections noires, mais que je lis peu souvent parce que pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas d'émotion dans ces écrits-là. Par exemple, les éditions de Minuit, c'est brillant ce qui est publié chez aux éditions de Minuit, mais c'est froid. Pour moi, j'ai besoin de croire au personnage, j'ai d'avoir envie d'aller souper chez lui, de le rencontrer. J'ai besoin de ça, c'est ce qui fait que je m'attache à un auteur, ce sont ses personnages. Donc, tous les personnages que vous avez, moi, je les connais, je les aime, j'ai hâte de les retrouver. Donc, je suis ravie que vous soyez des auteurs à série parce que moi, ça me comble. Donc, mais définitivement, les personnages. Même si on se force pour faire des intrigues très complexes, puis qu'on se creuse la tête, puis qu'on se dit, oh mon Dieu, j'en sortirai jamais. Parce que vous savez une chose, il y a une seule intrigue dans un roman policier, c'est comment l'auteur va sortir de ce merdier. Ça, c'est l'intrigue. Le reste, bon. Mais moi, c'est vraiment les personnages. Les autres? Maxime? Ben, moi, c'est les personnages, les décors, les dialogues. Je suis incapable de bâtir une intrigue, donc je ne m'attarde pas vraiment à ça. Qui a tué le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier, ça me passe sans pied par-dessus la tête. C'est juste écrire une bonne histoire qui va permettre au lecteur de passer un bon moment. Donc, moi, ce que j'aime dans un roman, c'est les personnages, les différentes situations. Donc, j'essaye de faire la même chose avec Kowalewski. J'ai l'impression, au hochement de tête, que Catherine et Martin sont d'accord. Ouais, moi, mes premiers brouillons, c'est 75% des dialogues, puis après ça, mon directeur littéraire, il passe après, puis il me chicane, puis il me tape sur les doigts, puis il dit non, non, là, il faut que tu mettes des. Tant qu'à faire ça dans les années 40, mets des descriptions au moins de différents lieux, puis donne plus de détails, là, parce que ouais, moi aussi, à la base, c'est des personnages, puis c'est justement leur évolution, puis leur dynamique qui va me motiver, puis qui va m'inspirer à écrire. Martin, quelque chose à ajouter ou je passe à la question suivante?
Ben, quelque chose d'ajouté, d'intelligent après ce qui a été dit, c'est difficile, mais en fait, ouais, pour moi, c'est un heureux mélange de tout ça. C'est-à-dire que l'intrigue, il y a quelque chose de trillant là-dedans, parce que quand tu lis, tu sais, tantôt Maxime disait ce qu'il a fait bifurquer vers ce qu'il fait maintenant, c'est ses premières lectures, tu sais, d'Achille Hammett, etc. Tu sais, moi, j'ai grandi en lisant des thrillers. J'ai lu beaucoup de thrillers d'espionnage également. Puis il y a un rythme particulier là-dedans que j'essaye de reproduire un peu dans mes intrigues, en même temps que mes personnages, je le disais tantôt, c'est maintenant en fait presque l'unique raison pour laquelle je continue cette série-là, parce que j'aime ces personnages-là, j'aime leur faire vivre des trucs et je pense que c'est Christine qui disait ça, que la vraie émotion est avec les personnages, et c'est ça, en bout de ligne. Donc, il y a une richesse là dans laquelle on peut puiser, puis les personnages qu'on aime, ben, c'est une richesse qui est inépuisable. C'est-à-dire que notre seule limite, c'est notre imagination. Mais on peut continuer de les animer comme ça pendant très longtemps, là. Je vais passer à la question suivante de Julie Martel. C'est une question en lien avec ce que Christine a dit tantôt. Pourquoi choisir d'écrire le sordide? La question pourrait s'adresser aussi aux auteurs d'horreur, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore pire à se plonger dans des histoires d'enquête noire, des histoires dont nos contacts peuvent nous garantir la réalité, alors que cela se passe peut-être aujourd'hui à 2 pas de chez soi? Mais écrire des choses sordides nous permet de dénoncer les choses sordides. Par expérience, il y a beaucoup de gens dans les salons du livre qui viennent me parler, puis je sais que ça arrive à beaucoup d'autres auteurs qui disent moi, quand j'ai lu votre roman, ça sonne une cloche dans mon esprit. J'ai compris que j'étais en danger. Donc, ne serait-ce que de faire réaliser, pour mon dernier roman était sur les cibles, portait sur l'homosexualité, l'homophobie en fait, et les crimes haineux. Mais il faut faire réaliser que ça existe, qu'on est en 2021 au Québec, puis qu'il y a encore de ça. Il faut dénoncer ça. On a la chance avec moi. Et avant toute chose, je vais écrire une histoire dans laquelle le lecteur soit embarqué pendant 2-3 heures, qui oublie son quotidien, parce que c'est ce que je veux quand j'embarque dans un roman, quand je plonge dans le roman d'un collègue. Je veux pas me souvenir que je suis Christine Brouillet puis qui habite telle rue. Je veux être dans un autre univers. Mais si en plus, on peut permettre une certaine réflexion, ben pourquoi pas? En fait, les auteurs, on est comme des témoins d'une époque. Et Catherine, quand elle disait qu'elle se documente en lisant les romans, les livres qui ont été publiés dans les années sur lesquelles elle travaille, mais c'est très juste. Donc, nous, dans 20 ans, quand les gens vont nous lire, ils vont dire « Oui, mais c'était comme ça au Québec à ce moment-là. On est témoins d'une époque. » Et si par exemple, si on lit d'Achille Hammett, ou pas d'Achille Hammett, voyons, Jean-Patrick Manchette, ou je ne sais pas moi, Alain de Mouzon, les auteurs de polar français qui étaient là au moment de Didier Deninx, mai 68, si on va avoir une idée de mai 68, on n'a qu'à lire un polar de cette époque-là. Donc, moi, je trouve qu'on est des témoins, et puis c'est vrai qu'on aborde des choses sordides, mais il faut aussi que des gens parlent de ces choses-là parce qu'elles sont, hélas, très, très, très réelles. On a vu le taux de féminicide depuis le début de la pandémie qui a grimpé en flèche. Ben moi, c'est sûr, je vais en parler, mais je veux dire, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est un fait qui est énorme. J'en ai déjà parlé, puis je vais en reparler parce que je pense qu'on va avoir encore besoin de dénoncer ça longtemps, la violence. Merci Christine. Donc il nous reste 2 petites questions et il nous reste 3-4 petites minutes minuscules, donc on va essayer de faire vite. Une question de Richard Mignot. Quand vous lisez les autres auteurs de polar, est-ce que vous êtes capable de les lire sans nécessairement porter un regard critique sur l'histoire et la technique d'écriture du roman policier? Un bon roman, c'est un bon roman. Bon, je crois que la réponse a été rapide, claire, nette et précise. Donc je passe à la question suivante. Question aux auteurs et autrices de Charline Desrosiers. Lorsque vous construisez votre intrigue, est-ce que c'est le tueur qui fait le crime ou est-ce que c'est le crime qui inspire le personnage de l'assassin? Non, c'est... Moi, je vais me risquer à répondre à ça, mais dans mon cas, c'est plutôt l'intrigue qui... autant je vais fouiller mes personnages, les enquêteurs, ceux que je veux mettre en lumière, ou les victimes, mais le tueur, essentiellement, pour moi,
c'est ça, je le bâtis en fonction de l'intrigue. Parce que c'est pas ma tasse de thé, mettons, de m'asseoir le samedi matin dans ma chaise à regarder les oiseaux avec mon imaginaire de tueur ou de tueur en série. Là. Non. Les autres, est-ce que c'est l'intrigue aussi qui crée le tueur? Ben, on écrit un truc policier, donc ça va prendre un cadavre en quelque part, ou, donc puis le cadavre, il apparaît pas comme ça, donc ça va prendre nécessairement un tueur. Moi, je le vois comme ça, comme disait Martin, c'est vraiment l'intrigue, ça faut qu'il se passe de quoi, donc c'est des trucs policiers, donc ça prend un tueur, ou il faut qu'il y ait un crime en quelque part, donc c'est vraiment l'intrigue qui motive l'apparition d'un tueur. J'ajouterais juste, là, évidemment, dans notre cas, je pense qu'on est tous des auteurs qui écrivent une série dont le personnage ou les personnages principaux sont des enquêteurs. Donc, pardon pour cette interruption. Donc, à partir de là, c'est sûr qu'il y en a qui ont très bien fait ça. Là. Celui qui a écrit Silence des agneaux, Harris, son personnage principal, c'est Hannibal Lecter. Donc, c'est une autre démarche. Et là, oui, tu es obligé de t'asseoir le samedi matin avec ta tasse de café puis de te dire, hey, en même temps, c'est sûr que les personnages que je crée ensuite, à partir du moment où j'ai une intrigue, puis je me dis, ah bon, OK, là, il y a tout le travail de, OK, si c'est ça l'intrigue, puis si c'est ça mon personnage principal, bon, ben, comment il arrive là? Et là, il faut, c'est là où, comme auteur, on a une responsabilité, on a comme une obligation de plausibilité. On n'a pas besoin d'être toujours dans la véracité, mais évidemment, il faut proposer un personnage qui va convaincre le lecteur, qui va nous convaincre nous-mêmes au premier chef, parce que c'est nous le premier lecteur. Fait que c'est ça, moi, ça commence un peu comme ça. Là. À partir du moment où j'ai comme une idée de l'intrigue, j'ai une idée des motivations, c'est souvent ça là, qui est le point de départ, les motivations pour le crime en question. À partir du moment où j'ai ça, là, je peux fabriquer quelque chose et c'est là où, par exemple, tu sais, des fois, tu veux parler à un psychiatre que tu as dans ton carnet de contact, puis pour des fins professionnelles, évidemment. Et donc, ouais, pour moi, ça fonctionne comme ça. Pour d'autres, j'imagine que ça fonctionne autrement. Là. Oui, j'imagine que c'est un côté assez organique en fait. L'un influence l'autre et nourrit, etc. Donc, malheureusement, on est déjà à la fin de cette table ronde. Ça a passé vraiment très très vite. Mais avant de conclure, je vais rappeler certains éléments qui se passent aujourd'hui pendant le Congrès boréal. Donc n'oubliez pas le concours d'écriture du Congrès boréal qui habituellement est un concours d'écriture sur place, donc vous allez le faire sur place chez vous. Donc vous avez jusqu'à 19 h aujourd'hui pour participer. Tous les détails sont dans le courriel du 29 avril que l'organisation du Congrès a envoyé à tous les membres de SFSF Boréal. Vous devez être membre pour participer. Et les deux gagnants, catégorie relève et catégorie professionnelle, seront publiés dans le numéro d'été de Solaris. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a une table ronde à 15 h 30 sur « Penser l'après du sombre au lumineux », animée par Anaïs Paquin avec les écrivaines Geneviève Blouin, J.D. Courtness, Sue Sokol et Elisabeth von Arbour. Et donc pour nous, c'est malheureusement tout. Merci beaucoup Catherine, Christine, Martin, Maxime d'avoir participé de cette table ronde vraiment passionnante. Moi, j'en aurais pris 1 ou 2 heures de plus. Merci à vous tous. Mais merci pour l'excellente animation, Pascal. Merci à tout le monde. Oui, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Plaisir de vous retrouver bientôt. Oui, puis donc, bon congrès à tous. Allez. Et puis... Oui. Oui, Martin, je t'ai coupé la parole. Non, j'allais simplement remercier également les gens que nous, on n'a pas vus, mais qui étaient là pour nous écouter. C'est vraiment apprécié. C'est vraiment chouette et bonne fin de semaine à tous. Et bonne lecture. Oui, bonne lecture, bon congrès et on se retrouve tous très bientôt, pas en virtuel. Voilà. Excellent. Ciao.